La psychanalyse jungienne partie 2, pour qui? Le mois dernier, nous avons publié une première vidéo sur le sujet de la psychanalyse jungienne. La vidéo d'aujourd'hui est donc la deuxième partie de cette vidéo qui va parler de l'approche psychanalytique qui est la mienne, c'est-à-dire l'approche de Carl Gustav Jung. Alors oui, j'étais persuadée avoir tourné la suite de cette vidéo dans la foulée, et en fait, pas du tout, j'ai oublié, donc c'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la posture du thérapeute en psychologie analytique, puis nous verrons à qui s'adresse la psychanalyse jungienne. Et d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Léa Logal, analyste jungienne, onirologue et formatrice en analyse des rêves. Je propose un accompagnement analytique, un accompagnement sur le carnet de rêves également pour les rêveurs, ainsi que des consultations ponctuelles d'interprétation des rêves. Et puis j'anime une formation en ligne pour les psys, les thérapeutes, les coachs, les artistes et les particuliers et tous ceux qui s'intéressent aux rêves pour former les gens à se spécialiser justement à l'approche jungienne des rêves, mais pas que. L'analyste jungien. Le thérapeute en psychologie analytique est appelé l'analyste jungien, pour le différencier du psychanalyste qui, lui, est plutôt freudien ou lacanien, mais le psychanalyste, typiquement, il est freudien. Mais, comme je l'ai expliqué déjà dans une première partie de la vidéo, que donc je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait, que vous trouverez sur ma chaîne, beaucoup d'entre nous préférons le terme psychanalyste jungien, et c'est tout à fait ok. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus clair pour expliquer ce qu'on fait. Donc le psychanalyste jungien, l'analyste jungien, c'est quelqu'un qui lui-même a fait une longue psychanalyse, un long travail sur soi, qui est passé par là pendant de nombreuses années. Ça, c'est un petit peu la base du psychanalyste, quelle que soit, on va dire, sa tendance. Après, s'il est plutôt freudien, lacanien, jungien, etc. Ce que ces personnes ont en commun, c'est qu'ils ont fait un énorme travail sur eux-mêmes et qui continuent. En plus de cette analyse personnelle qui est centrale et qui est probablement vouée à durer toute la vie, l'analyste jungien aura une formation en psychologie et une spécialisation en psychologie analytique particulièrement. Autrement dit, il a lu et étudié les livres de Carl Gustav Jung, de ses collaborateurs également, de ses successeurs, et il reste ouvert au champ de recherche ouvert par les travaux de Jung. En général, l'analyste jungien est lui-même un rêveur qui s'intéresse à ses rêves, qui est capable de se plonger dans le monde intérieur de l'autre par la porte des rêves, puisque Jung commençait ses séances en demandant aux personnes s'ils avaient des rêves, le fameux « Et que disent vos rêves » de Jung. Les rêves sont intéressants car ça va permettre à l'analyste d'observer dans la situation du rêveur, dans le récit du rêveur et dans les rêves, les différentes parts en fait de la personne qui cherche à dialoguer. En effet, nous ne sommes pas que notre moi, c'est-à-dire nous ne sommes pas que ce que nous croyons être. Nous ne sommes pas non plus ce que notre persona cherche à montrer exclusivement, c'est-à-dire ce que nous croyons être et ce que nous montrons avoir aux autres. En réalité, nous sommes infiniment riches, nous sommes beaucoup plus que ça, nous sommes merveilleux, je pense que c'est important de se le rappeler de temps en temps, et nous avons une richesse intérieure incroyable. Notre psyché est faite en réalité d'une multitude de tendances, de désirs, d'attitudes, parfois contradictoires et qui peuvent créer des tensions. Notre système de réaction s'est construit par les expériences qu'on aura eues tout au long de notre vie, et d'une certaine manière, une certaine façon d'être a été favorisée par ce qu'on attendait de nous, parce que soi-même on attendait de soi, par le contexte dans lequel on a évolué. Mais nous portons en nous d'autres possibilités, d'autres ressources qu'il reste à découvrir, à accueillir. Et chaque étape de la vie est un bon moment pour aller découvrir justement en soi des ressources qui sont jusqu'alors inexploitées. L'analyste jungien va être sensible à ces différentes facettes de la psyché, ces mouvements, ces choses qui bougent et qui peuvent créer du coup des perturbations. En effet, ignorer ses désirs, ses élans, ce qui vient en nous, c'est se couper d'une partie de nous qui demande à exister pour qu'on se sente entier. L'analyste va donc se mettre à l'écoute de ce que disent ces tensions, ces perturbations, ces conflits intérieurs. Les problématiques rencontrées dans la vie sont toujours de belles opportunités de se renouveler. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Alors, bonne nouvelle, si vous êtes en ce moment aux prises avec une problématique compliquée, c'est que vous avez en vous les ressources pour la résoudre. L'analyste jungien va donc vous accompagner pour trouver en vous ces ressources et donc pour découvrir vos solutions. Il ne s'agit pas d'apporter des solutions, il s'agit de vraiment aller explorer en vous ces solutions qui sommeillent. Ainsi, la psychanalyse jungienne est une aventure d'exploration de soi. En vous accompagnant dans cette découverte de ce qui s'agite en vous, l'analyste jungien va vous accompagner sur ce chemin afin que vous puissiez enrichir votre personnalité, vous ouvrir à une autre façon plus harmonieuse de fonctionner et ainsi développer votre plein potentiel. Alors à qui s'adresse la psychanalyse jungienne ? La psychanalyse jungienne s'intéresse à ceux qui sont dans une démarche spirituelle.
La psychanalyse jungienne est une approche intéressante pour ceux qui recherchent un accompagnement psychologique original et non dogmatique, axé sur le présent en priorité et comportant une dimension spirituelle. L'analyse sur l'approche jungienne peut en effet être perçue comme un travail de développement personnel pour certains, voire spirituel, selon un petit peu le niveau, on va dire, d'évolution personnelle, d'âge, de maturité dans lequel on est. Et c'est ainsi que les personnes qui, par le passé, ont déjà fait une ou plusieurs thérapies ou analyses, se retrouvent, à un moment de leur vie, vers l'approche jungienne, non pas nécessairement pour aller mieux, mais pour avoir des moments dédiés à l'expression de cet élargissement de conscience auquel leur expérience actuelle leur permet d'accéder. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas mal de thérapeutes parmi les personnes qui se tournent vers moi. En effet, ils conçoivent leur vie comme un chemin de croissance où ils s'enrichissent tout le temps, ils se forment tout le temps, et quelque part, il y a cette passion pour l'âme qui doit être déjà tournée vers soi. Et puis la psychologie analytique est une branche de la psychologie dans laquelle la spiritualité est tout aussi importante que les autres domaines de la vie. Mais attention, il s'agit d'une spiritualité non dogmatique, sans religiosité, autrement dit laïque ou œcuménique, et ouverte aux croyances de tous. La relation à son âme, la découverte de soi et de son chemin de vie et des différents chemins qui s'ouvrent à nous à chaque carrefour, et finalement la vie en elle-même étant considérée comme une expérience spirituelle, avec ses hauts et ses bas, ses phases d'évolution et de régression, ses réussites et ses échecs, qui font tous partie d'un sens global, à l'image de la logique cyclique du monde duquel nous faisons partie. L'analyse jungienne correspond également à ceux qui sont en train de passer une étape importante dans leur vie. Par exemple, ceux qui sentent qu'ils sont sur le point de passer une espèce d'étape dans leur vie, un cap, ou qui sont dans une période de transition, une période où leur certitude, leur système réactionnel et leur manière d'être finalement sont remises en question, où ils sentent qu'ils sont en train de grandir et que ce n'est pas sans difficulté. C'est un peu comme l'image, vous savez, d'une chrysalide ou d'une mue là, un peu trop étroite et qu'il va falloir faire un peu éclater, et du coup il faut forcément reparamétrer plein de choses et plein de croyances et se débarrasser de plein de systèmes réactionnels dont on n'a plus besoin. Donc souvent ce sont des gens qui vivent ou se préparent à un changement important et qui ont besoin d'être accompagnés dans cette période-là pour être sûrs qu'ils agissent en conscience et qu'ils sont vraiment alignés avec qui ils sont profondément. La vie, effectivement, est faite d'étapes régulières, de changements réguliers. Et moi, du coup, j'accompagne les personnes dans ces étapes. Je les aide à traverser ça en conscience et à voir vraiment ces moments-là comme des occasions de se redécouvrir et de se relier à ce qu'on est profondément. Parfois, dans la vie, on est un peu pris, un peu la tête dans le guidon, et puis du coup, on va un petit peu oublier qui on a besoin de se réaligner. Donc, troisième point, la psychanalyse jungienne s'adresse également à ceux qui veulent donc se sentir alignés avec ce qu'ils sont profondément. En effet, c'est une approche parfaite pour les personnes qui cherchent à mieux se connaître, tout simplement, à résoudre un conflit intérieur un petit peu tenace et qui sentent bien dans leur vie en ce moment et dans leurs humeurs, etc., pour s'accepter eux-mêmes. Un conflit intérieur peut avoir des conséquences importantes. Dépression, burn-out, mais également anxiété, culpabilisation, dépréciation, hésitation, difficulté à agir, insomnie, perte de confiance en soi, ou bien, au contraire, suradaptation, contrôle excessif, etc. Alors, qu'est-ce qui crée des tensions ? En fait, en soi, comme vous avez compris, nous avons différentes tendances, et ces différentes tendances créent des tensions. Elles sont tout le temps un petit peu comme ça en tension, ce qui est normal. Mais quand il y a un conflit qui est un petit peu trop présent et qu'il faut vraiment résoudre, qui arrive vraiment comme ça sur le devant de la scène, on va se sentir vraiment tiraillé, oppressé, angoissé, et vraiment aux prises d'un dilemme en fait intérieur. On peut donc se sentir partagé entre plusieurs possibilités, plusieurs manières d'être, plusieurs manières de réagir. On peut avoir l'impression d'être dans une voie sans issue ou d'avoir un choix qui nous semble trop difficile à faire en fait, où on n'arrive pas à sélectionner un choix. Et puis il se peut aussi qu'on soit dans une phase comme ça un peu bloquée, où aucune des solutions qui se présentent à notre esprit ne semble être correcte et ne nous attire. On est un petit peu face à un mur. Alors quand on est face à ce mur-là, ou qu'on est dans cet état un peu désagréable, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est à ce moment-là que peut démarrer ce qu'on appelle en psychologie analytique un processus d'individuation.
Donc qu'est-ce que c'est le processus d'individuation? J'ai fait 2 vidéos sur la chaîne qui parlent de ça, donc je vous invite à aller ouvrir comme ça une fenêtre pour les regarder après. Et donc les moments un petit peu de crise comme ça, intérieurs, sont des moments qui sont à considérer comme des invitations de la vie à se dépasser et en même temps à se reconnecter à soi. Alors non pas en cherchant des solutions à l'extérieur, puisque visiblement on les a déjà cherchés et on n'a pas trouvé, mais en les cherchant en soi. C'est-à-dire en se reconnectant avec son être profond afin d'aller comme ça petit à petit à la découverte de la solution qu'on porte en nous, de celle qui correspond le mieux avec qui on est vraiment. Et cette solution-là, qui est autre que ces tiraillements et ces dualités, ces paradoxes-là qui nous tiraillent, la solution, elle est autre. Et cette solution, c'est ce qu'on appelle un troisième terme. C'est le troisième terme qui va permettre de sortir d'une logique binaire où c'est blanc, c'est noir, c'est bon, c'est mauvais, choisis ça, choisis pas ça, oui mais ça c'est mieux, oui mais pas ça c'est mieux, etc. C'est autre chose. Ce troisième terme nous permet donc de sortir de ce tiraillement, cette logique binaire et du sentiment d'être acculé. On parle de fonction transcendante pour désigner cette émergence de la solution individuelle qui permet une résolution juste et alignée de la problématique. Cette fonction transcendante, c'est ce qui permet, via un travail sur soi, de voir émerger la solution intérieure qui résonne avec tout ce qu'on est. L'analyse Jungien est donc là pour vous accompagner dans cette découverte fabuleuse sur le chemin qui mène à vous-même. L'analyse jungienne est également idéale pour ceux qui rêvent souvent. Donc c'est une approche idéale pour quelqu'un qui se souvient souvent de ses rêves ou bien juste 2-3 fois par mois mais qui accorde une grande importance et qui sent quand il a un rêve comme ça marquant qu'il y a un message, qu'il y a quelque chose que lui apporte son âme et qu'il a envie d'explorer. Évidemment, plus on s'intéresse à ses rêves et plus on les note régulièrement dans son carnet de rêves, c'est un message qu'on envoie quelque part à la vie, disant qu'on en prend soin, qu'on est ouvert, et plus on va avoir forcément de rêves comme ça qui surviendront quand on a besoin de recevoir un message de notre inconscient. Et plus on s'intéressera à ses rêves et plus on les intégrera dans un parcours de développement personnel ou en psychologie ou en analyse, dans des séances d'analyse, plus on va récolter de façon aisée les messages comme ça que nous envoie notre inconscient. Donc plus on va assouplir la frontière entre la conscience et l'inconscient. Évidemment, vous savez que pour moi, les rêves, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je pense vraiment que les rêves sont vraiment ce qui permettent à l'inconscient de devenir plus proche de soi et donc finalement de devenir un allié et non pas quelque chose juste qui nous pilote sans qu'on n'y comprenne rien. Moi, je suis pour vraiment réhabiliter l'inconscient. L'analyse jungienne correspond également à ceux qui souhaitent développer leur plein potentiel et être vraiment alignés avec leur authenticité. C'est un accompagnement qui permet de se découvrir soi-même, de mieux se connaître, de se comprendre et donc automatiquement de développer son plein potentiel. Alors attention avec ce terme, c'est un terme que je trouve beau, mais c'est pas du tout l'idée d'une inflation comme ça, c'est vraiment l'idée de vraiment qui on est en fait, toutes les facettes qu'on est pour se sentir en harmonie. Si on nourrit chaque partie de soi, alors on est en harmonie. Il n'y a pas l'idée comme ça de quelque chose de l'ordre du succès ou je sais pas quoi. On entend un peu de tout avec cette idée de plein potentiel. Non, c'est pas dans une perspective de rentabilité et de productivité. C'est vraiment dans une perspective d'harmonie intérieure et de paix. Donc pour ça, on va devoir aller regarder toutes les facettes de soi, et donc même celles qui ne nous plaisent pas, elles vont être accueillies car elles nous permettent de comprendre notre personnalité dans sa totalité et dans sa richesse. Alors les parties de la personnalité qui ne nous plaisent pas, c'est celles qui sont donc dans l'ombre. Donc si vous n'êtes pas coutumier de ce concept de l'ombre, qui est un archétype central en psychologie analytique, c'est-à-dire les parties de notre personnalité qui ne nous plaisent pas ou qu'on ne veut pas trop aller regarder, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet, je vous invite également à les regarder. Alors on va devoir aller tout regarder parce que l'idée c'est de vraiment un petit peu compenser la version du moi, c'est-à-dire l'histoire qu'on se raconte. L'histoire qu'on se raconte, elle est partielle, elle dépend de la conscience qu'on a de nous-mêmes. Mais plus on va grandir en conscience de nous-mêmes, plus l'histoire qu'on se raconte va être modifiée, notre histoire de vie va être modifiée parce que notre regard va être enrichi. Et c'est pourquoi Carl Gustav Jung est quelqu'un qui inspire beaucoup maintenant à l'ère du développement personnel et je pense que vraiment ça va aller de plus en plus. Les gens vont de plus en plus s'intéresser à son travail. Alors, quel est le lien entre l'onirologie, c'est-à-dire l'étude des rêves et de leur interprétation, et la psychanalyse? Premièrement, parce que les rêves sont la voie royale vers l'inconscient. Vous connaissez cette phrase qui vient de Sigmund Freud. En effet, depuis Freud, le rêve a sa place en psychologie. Le rêve est bel et bien la voie royale vers l'inconscient. C'est quelque chose qu'on peut garder à l'esprit. On peut paraphraser Freud énormément parce que c'est la phrase la plus vraie, il me semble. Et donc sur ce point, il a complètement raison.
Cependant, moi, je me sens pas extrêmement proche de l'approche freudienne du rêve que je trouve un petit peu réductrice, même si je reconnais et j'apprécie énormément son travail, puisque pour Freud, le rêve est l'expression d'un souhait qui est non accompli, parce qu'il n'a pas pu s'accomplir ou parce qu'il est empêché d'une manière ou d'une autre, mais donc c'est l'expression d'un désir, d'un souhait. Et dans ce souhait, il y a une blessure du passé qui s'actualise d'après Freud. Donc c'est une possibilité intéressante, mais par expérience, je sais qu'un rêve, ce n'est pas que ça. Et c'est là qu'arrive Jung. Donc on a cette fameuse phrase «Et que disent vos rêves?» que Jung disait à ses patients en début d'analyse. Donc après Freud, Jung a achevé de réhabiliter le rêve en psychologie et de manière plus large dans les sciences humaines. Il demandait régulièrement au cours des séances si les personnes avaient des rêves à raconter. Pourquoi? Parce que pour Jung, le rêve, c'est une photographie de la psyché. C'est le témoin de ce que vit la personne intérieurement dans son âme à un instant T. Donc le rêve propose comme un autre regard sur la vie, un regard souvent bien différent de ce que la personne conscientise. Les symboles rencontrés en rêve sont riches d'une énergie psychique, puisqu'ils expriment quelque chose qui vient de soi. Et donc les interpréter, c'est avoir accès à cette énergie. Si on comprend ce que symbolise le rêve, on comprend le message et on peut se l'approprier. Et on peut vraiment agir dessus. Donc avec Jung, le rêve devient une expérience à part entière. Le rêve va nous montrer tout ce qui peut se passer dans l'inconscient, le passé, le présent et le futur, en rêve, se rencontrent. Dans l'œuvre de Jung, le rêve a donc une place centrale, aussi bien dans sa littérature, dans ses travaux, mais également dans sa pratique clinique. Un analyste jungien qui ne maîtrise pas l'analyse des rêves va être un petit peu limité. Alors ce que j'aime beaucoup dans l'approche jungienne du rêve, c'est que ce n'est pas seulement focus sur le présent et le passé, comme Freud, mais c'est également tendu vers l'avenir. Et les progrès actuels des neurosciences tendent à donner raison à Jung face à Freud. En effet, les scientifiques en sont venus récemment à l'hypothèse que l'une des fonctions du rêve serait de travailler sur les points faibles, sur les vulnérabilités rencontrées par la personne dans sa vie actuelle avant de trouver une issue à sa situation. Le rêve serait donc un terrain d'entraînement. Et effectivement, je constate et j'observe que le rêve est un laboratoire de recherche de la psyché absolument passionnant, et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai appelé ma formation le labo du rêve. Alors, psychanalyse ou psychothérapie jungienne? Entre psychanalyse et psychothérapie, il y a une différence de termes qui est en fait une différence d'intention. Lorsqu'on est accompagné en psychanalyse, on dit qu'on fait une analyse. On cherche à mieux se connaître soi-même pour devenir conscient de soi un maximum, dans la limite de ce qu'on est capable à ce moment-là évidemment, mais c'est vraiment l'idée. On va aller amener l'inconscient à la lumière afin d'éclairer notre histoire, d'éclairer nos choix actuels, d'éclairer nos comportements, nos actions, afin d'élargir notre conscience de nous-mêmes et donc automatiquement notre vision du monde, d'avoir une vision du monde plus juste. On parlera plutôt de psychothérapie si la motivation qui amène la personne est de résoudre un problème de comportement, par exemple des angoisses, des blocages, des traumatismes, etc. La psychothérapie a pour but de travailler sur des sortes de défenses qui sont dans la personnalité et qui se sont construites en réaction à un contexte qui n'ont plus lieu d'être. La personne qui vient en psychothérapie reconnaît que ces défenses qu'elle soupçonne dans son comportement ne sont plus en adéquation avec sa vie, lui posent problème et elle souhaite s'en débarrasser afin d'être libérée du passé et en harmonie avec le besoin de son être au présent, avec ses propres désirs également. Aussi, si l'intention est de résoudre des points particuliers dans le comportement, d'éclairer une perception des choses qui crée un décalage avec autrui, de se débarrasser de peurs qui n'ont plus lieu d'être, etc., on parlera plutôt de psychothérapie. Mais dans les deux cas, en réalité, ce qu'on vise, c'est l'harmonie du sujet, le bien-être de la personne, la connaissance de soi, afin qu'elle se sente à l'aise dans son authenticité et un maximum équilibrée et en harmonie avec elle-même. C'est pourquoi la seule condition pour se lancer dans un travail jungien, que ce soit analytique, thérapeutique ou un mix des deux, c'est souvent, souvent on s'adapte en fait, c'est vraiment du cas par cas. Donc la seule solution, c'est d'être capable de se remettre en question, capable de se voir différemment que ce qu'on veut voir de soi, et donc prêt à troquer nos lunettes déformantes du moment contre des lunettes à sa vue. En effet, sans remise en question, on n'avancera pas. Sans découvrir les choses en soi qui bloquent, les choses qui viennent de soi et qui sont pas alignées, si on ne veut pas aller regarder son ombre,
on n'avancera pas. Et donc, sans changement, effectivement, hein, rien ne change. On va pas venir pour se complaire dans quelque chose que l'on sait déjà. On vient pour se dire, voilà, je souffre. Donc si je souffre, c'est qu'il y a des choses que je perçois mal. S'il y a des choses que je perçois mal, il faut que je comprenne d'où ils viennent, il faut que je comprenne qu'est-ce que ça me coûte, et que j'arrive à modifier ça. Il faudra donc changer de perception sur certaines choses, il faudra donc changer d'attitude automatiquement, et se débarrasser de fausses croyances. Ce qui implique d'être prêt, d'accepter, de laisser derrière soi certaines choses qu'on tenait pour vraies. Il va falloir se délester de certaines vérités. Alors évidemment, c'est ce qui est génial, parce que ça allège. Les vérités, les certitudes, c'est toujours des choses pas terribles, ça sert pas à grand chose. Mais sur le moment, c'est pas facile. Donc en être conscient de ces difficultés, c'est important. Merci d'avoir regardé cette seconde vidéo donc en retard sur donc la psychanalyse jungienne. La première vidéo est sur la chaîne YouTube et tous les points abordés, l'ombre, l'individuation qui sont abordés ici, vous trouvez également des vidéos qui en parlent dans la chaîne YouTube. Et puis si vous aussi vous vous passionnez pour les rêves et pour la pensée de Carl Gustav Jung, je vous propose maintenant d'accéder à un cours gratuit en cliquant sur le lien dans la description. C'est un cours qui va vous donner les bases de l'approche jungienne en analyse des rêves. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Merci beaucoup et à bientôt.